Bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief de la semaine qui intervient après une semaine particulièrement chargée. Nous étions au sommet du digital à l'Aclusa où 300 acteurs de la French Tech ont pu échanger sur les meilleures pratiques en termes de transformation numérique. On reviendra sur ces sujets avec Xavier Varnier que je salue et que je félicite pour ce très bel événement donc dans les jours qui viennent pour pouvoir revenir sur les temps forts de ces sommets du digital. Mais je suis ravi d'accueillir aujourd'hui mon premier invité qui est partenaire dans l'un des rares fonds d'investissement qui est véritablement présent sur les 3 continents, bien entendu en Europe, aux États-Unis, mais surtout en Chine. Et ça, c'est une vraie particularité et ça permet d'avoir un petit peu le regard qui porte d'un autre côté. Ce fonds est né il y a tout juste 10 ans, il est assez récent finalement, mais il est relativement important. Je lui laisserai un petit peu nous décrire son mode de fonctionnement et son origine. Il a su séduire de nombreuses entreprises qui lui confient en gestion une partie de leur investissement dans la tech et pas que la tech, je crois. Je suis ravi d'accueillir donc Denis Barrier qui est managing partner et cofondateur de Cathay Innovation avec Ming Bokai. Vous savez, je ne sais pas si j'ai correctement prononcer son nom. Mon second invité qui est juste face à moi, donc lui il vient tout droit de New York, c'est de l'autre côté, il connecte les entrepreneurs français depuis maintenant déjà quelques années, partout dans le monde. Il va nous raconter un petit peu la map sur laquelle French Founder est justement présent. C'est à la fois pour partager les expériences, pour échanger avec des entrepreneurs, mais surtout faire du business, parce que je crois que c'est vraiment ça la finalité. Je suis ravi d'accueillir Vincent Deruel, qui est le cofondateur de French Founder avec Benoît Buridan. Je ne sais pas s'il est à Paris en ce moment. Il est à Paris, complètement aussi, oui, dans les méandres des rues de Paris sous la neige. Voilà, bon, ça ne doit pas vous changer de New York à peu près à la même période. On a l'habitude. Ça a moins le charme que Nolita. Alors justement, Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler comment est né French Founder, d'où est partie cette très belle aventure? Alors, on est né il y a maintenant presque 4 ans. En avril, on aura 4 ans exactement. On est né à New York avec un constat assez simple, c'est que la manière d'entreprendre en France était en train de changer. Aussi bien les entrepreneurs que les groupes avaient une nouvelle manière d'entrevoir leur collaboration. Les groupes commençaient à voir leur précaré, leur marché bouger, transformé par la nouvelle économie, la globalisation, même s'ils avaient l'habitude. Ça commençait à tanguer. Les entrepreneurs étaient de plus en plus internationaux, qui partent de Paris ou qui soient déjà à l'international et qui créent leur nouvelle boîte. Donc on s'est dit, il y a ce nouveau contexte, ça s'internationalise, mais tout le monde agit encore un peu en silo. On va les connecter, permettre de les connecter par une plateforme digitale, donc les connecter mondialement grâce à la plateforme digitale, mais aussi par des événements en local, dans un maillage complet worldwide, avec ces populations que sont les startups, entrepreneurs, groupes corporate et investisseurs, comme Denis, qui est un de nos fidèles membres depuis de nombreuses années. Et l'idée, c'est ça, c'est de créer des opportunités de contact en fonction des attentes de ces profils. Donc la startup qui va vouloir lever des fonds, le groupe corporate qui va vouloir développer son réseau à l'international, etc. Alors justement, je vais aller vers Denis. Pourquoi tu as adhéré justement à French Founder? En fait, on s'est connus pratiquement au démarrage et on a trouvé que l'idée était très bonne. Et donc au début, on a d'ailleurs Mingpo aussi, et depuis le démarrage. Depuis le démarrage complètement. Membre de French Founder. Donc d'abord, on s'est fait accepter, donc puisque tout le monde était, donc on a été ravis d'avoir été élu comme membre de French Founder. Et après cette expérience, on a trouvé ça très utile. Donc l'animation était formidable, très régulièrement. On avait des propositions très intéressantes de grouper des uns des autres, de networking. Et donc, non seulement c'était agréable avec des personnes qu'on avait envie de rencontrer, mais on avait l'utilité. Il y a vraiment une notion d'utilité, je pense, qui est très forte chez French Founder. Et donc, on adhère et on continue d'adhérer parce que ça nous est utile et ça nous rend service. Au-delà de toute l'amitié qu'on a pour toi. Voilà. Merci. Voilà, les utilisateurs sont toujours les meilleurs évangélisateurs. Complètement. Le pitch est presque parfait. Complètement. C'est l'actualité de French Founder, parce que là, je crois que tu reviens de Moscou, c'est ça? Oui, effectivement, on est en train d'ouvrir de nombreux pays.
Depuis, on a démarré aux États-Unis, ensuite on s'est étendu en Asie-Pacifique, en Europe. Là, on est sur une deuxième vague d'ouverture de pays. Donc, on a ouvert le Mexique récemment, Mexico, Moscou, la semaine dernière, j'y étais, Genève, Bruxelles. Donc, au-delà des villes principales où on a des bureaux en physique, on entend vraiment d'accroître le réseau et d'avoir un maillage complet de partout dans le monde. C'est quoi les enjeux pour vous, justement? C'est quoi Alors, les points de développement? Les points de développement, c'est de grossir, c'est évident, mais surtout en maintenant un réseau de qualité dans lequel on est à l'aise d'échanger, un cercle de confiance, on est entre décideurs, on sait qu'on peut engager notre structure et donc on va rentrer dans une relation où on va avoir un engagement fort. Que ce soit dans les réponses aux intros, dans la participation aux événements. Et donc, cette qualité, elle est nécessaire pour nous. Donc, grossir, oui, mais en maintenant ce niveau d'engagement de nos membres. On va revenir un petit peu sur l'aventure Cathay. Je crois que c'est une aventure d'abord entrepreneuriale, avant d'être une aventure d'investissement. En fait, on a lancé Cathay Innovation avec Mingpo, mais c'est une rencontre d'individus et de fit humains où on s'est rencontrés, on a tout de suite eu envie de faire quelque chose ensemble. Donc l'idée, c'est que Mingpo a créé avec Edouard il y a à peu près une dizaine d'années Cathay Capital, qui est aujourd'hui le plus gros fonds dédié au monde de private equity pour faire du private equity entre la Chine, les États-Unis et l'Europe et la France. Le point de départ, c'est vraiment la Chine. C'est-à-dire que absolument. On va du lever du soleil au coucher du soleil. Absolument. D'ailleurs, Cathay, c'est la Chine, quoi. Donc à partir de là, moi personnellement, j'avais investi, et je vis aux États-Unis, à San Francisco, en Europe, en Chine et en Amérique. Et à l'époque, je me rendais compte qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas de fonds au monde qui bridgeaient, qui investissaient à la fois en Europe, en Chine et aux États-Unis. Sur les paquets d'investissement, c'était ça, mais pas la réalité. De venture capital, et qui permettait d'apporter aux entrepreneurs une vision et une aide sur les 3 continents, à un moment où la Chine commençait à devenir énorme en termes d'investissement en venture. Et Mingpo était aussi extrêmement bien placé pour voir ça. Et avec Cathay, Cathay a une plateforme absolument énorme pour donner du scale à ça, et non pas aider les entrepreneurs avec des bouts de ficelle, mais vraiment leur apporter une aide énorme au niveau de l'écosystème. Donc on s'est rencontrés et on a imaginé Cathay Innovation, un fonds global sur les 3 continents qui peut amener quelque chose avec du scale, et on a décidé de lancer ça. Un peu parce que ça n'existait pas, mais justement parce que comme ça n'existait pas et qu'on a l'impression que c'était utile, on a dit on va le faire. Et donc on a eu assez rapidement le soutien d'investisseurs financiers de la BPI qui a adhéré au projet. Ça c'est facile, ils rapidement. Sont c'est pas les souscripteurs les plus difficiles à séduire. Non, ne croyez pas ça. Je pense que vous vous trompez parce que justement, ils vont dans les projets auxquels ils croient, et être partenaire au lancement d'un projet dans le venture qui démarrait comme ça, je pense qu'il fallait une force de conviction et aller de l'avant pour être sponsor. Donc c'était pas, à mon avis, c'est pas si évident. On avait payé, et puis il y a d'autres corporates. Et ensuite, on avait des entrepreneurs qui nous ont rejoints, parce que comme on est très entrepreneurial, avoir des entrepreneurs dans nos fonds, c'est important. C'est une marque aussi de confiance. Et des corporates. Donc les corporates sont dans une phase où effectivement il y a de la digitalisation, et contrairement à ce que certains croient, ils investissent beaucoup, ils font beaucoup d'efforts, ils en prennent la mesure, mais c'est pas forcément évident de tout faire en interne. C'est à la fois il faut se réinventer, mais on peut pas toujours se réinventer tout seul. Donc on a besoin d'aide pour se réinventer, et donc en apportant le venture capital, amenant un certain type d'écosystème, est une aide. Et donc on a eu la confiance de Valeo au début, notamment pour travailler dans le domaine des self-driving cars, etc. Et d'autres actionnaires comme Cardiff, Seb, il ne faut pas que j'en oublie, Michelin, Aéroport de Paris, Total. Artemis, Michelin, oui, Total, Valeo. Nous ont rejoints. Et donc on a réussi à créer un groupe un peu cross-industrie,
avec une vision mondiale sur les évolutions de différentes industries, les faire partager entre eux, ça c'est très important, et projeter ça pour que ça soit utile aux investisseurs du net sur les 3 continents, à la fois pour mieux voir, pour faire des accords industriels avec eux, et aussi pour se développer à l'international. Donc voilà, c'est l'idée qu'on a eue, et puis on a Jackie à Paris, on a Nicolas aux États-Unis. Et qui habite Bol, je refais toute l'équipe. Ouais, on a tendance à appeler les gens par les prénoms, et alors Jean-François et Vincent qui sont aussi à Paris. Enfin voilà, donc on est très, très heureux et on fonce quoi. Alors pour rentrer dans le vif, quels sont les... parce qu'on ne va pas décliner tous les investissements dans lesquels vous êtes, qui sont les 2 derniers on va dire? Les 2 derniers, en janvier, on a fait 2 annonces d'investissement en France. On a investi dans une entreprise qui s'appelle Ledger et qui se positionne comme le leader mondial pour sécuriser les cryptocurrencies. Voilà, c'est un petit wallet, ça coûte 120 €. Voilà, il y a effectivement, il y a 20 ans, on avait GEM+, qui est sécurisé, c'est le GEM+, des cryptocurrencies, donc qui s'est développé de façon, c'est un peu les pelles et les pioches. Là, vous avez des bitcoins, des cryptocurrencies, vous pouvez les perdre. Ça vous permet de les sécuriser, les bitcoins, vous les gardez, les cryptocurrencies, vous les gardez. C'est un investissement significatif, c'est 70 millions sur le tour global. C'est un tour de 70 millions de dollars, extrêmement intéressant, parce que cette société a suscité beaucoup d'intérêt de grands fonds anglo-saxons, et donc ça montre aussi que la French Tech est sur la map, et que quand des sociétés sont exceptionnelles, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des investisseurs anglo-saxons. Ils savent venir et ils ont repéré la France et ils savent qu'on peut investir lourdement. Donc on est très content d'avoir en fait été le fonds français amené à mettre un ticket important auprès d'acteurs de poids. Et voilà, donc on les aide maintenant à se développer. On est très fiers de cette société. C'est une très belle boîte. Et la deuxième, c'est Okin, où là aussi on est très fiers à la fois des personnes et du sujet. Donc le sujet, c'est combattre le cancer, parce que dans la biotech, l'intelligence artificielle commence à jouer un vrai rôle. Et de même qu'elle disrupte, qu'elle change certaines industries, elle va changer l'industrie des médicaments, etc. Et donc, il s'agit d'un data scientist à l'école normale qui s'est associé à Paris, qui s'est associé avec un docteur à Boston, Paris, spécialisé dans la lutte contre le cancer. Et donc, ils ont eu la confiance de grands hôpitaux pour pouvoir prendre des images sur place, en gardant totalement la confidentialité des données, analyser des centaines de milliers de cas, d'images de cancer, et permettre de les reconnaître, de mieux les connaître, parce que cette intelligence artificielle permet de mieux sortir ça. Et donc, à partir de là, on peut faire des avancées significatives en aidant la création des médicaments. Donc c'est quelque chose à la fois auquel on croit beaucoup, on pense qu'il y a un gros potentiel économique, et à la fois on est très content de le faire avec 2 entrepreneurs qui ont envie aussi de faire avancer leur vision. Et donc ça, on est aussi très fiers des accompagner. Vincent, tout à l'heure je disais, vous interconnectez les entrepreneurs, oui. Mais est-ce que vous interconnectez justement aussi les investisseurs et les entrepreneurs? Il y a un peu la réponse quand tu dis justement oui. que vous êtes présent dans French Founder. Complètement. Alors il y a les rencontres au fil de l'eau tout au long de l'année, ça c'est plutôt l'aspect network, et ensuite on a des formats particuliers sur ces sujets-là. Et dans pas longtemps, on va avoir 2 formats qui fonctionnent très bien aux US, qui s'appellent Startup to VC, et qui permet à des sociétés françaises ou portées par des francophones qui se sont créés aux États-Unis de pitcher devant les VC américains. Et on sait que c'est un peu
le sujet d'aller se connecter au vrai VC américain. Et donc ce format-là, ça fait 4 ans qu'on le mène. Je crois que tu avais participé à une édition à New York et à San Francisco. J'ai fait les deux. Tu as fait les deux. Et donc c'est très pragmatique pour les boîtes françaises. Ça leur permet vraiment d'avoir un retour des VC américains. Je vais décrire comment ça se passe. On est dans une grande salle. Les fonds d'investissement, les partenaires sont présents autour de cette salle. Et tous les entrepreneurs français passent les uns après les autres, présenter, pitcher. C'est super dense et souvent ça termine relativement tard parce que ça n'arrête jamais. C'est ça. Et ça permet d'avoir un vrai retour des VC américains. On communique beaucoup sur les co-investissements aujourd'hui sur des sociétés françaises avec il y a finalement très peu de dossiers qui sont faits par des Américains. Alors même si la French Tech, en termes de communication en tout cas, a un écho beaucoup plus positif, l'effet Macron, etc. Mais après concrètement, il faut quand même aller les rencontrer et s'apercevoir de quelles sont les contraintes pour pouvoir avoir un VC américain à son donc là, c'est direct, on envoie une dizaine dans la soirée et les échanges sont visiblement assez intenses. Exactement. Donc, tu as pitché French Founder, tu as fait le témoignage client French Founder, je vais faire le call to action aujourd'hui. Comment on s'inscrit, comment on adhère à French Founder? Alors, c'est assez simple, on va sur notre site frenchfounders.com et puis on a un petit formulaire d'application très simple, on va décrire qui on est, il y a des critères objectifs pour pouvoir rejoindre le club, être un décideur dans les populations que je vous ai décrites tout à l'heure, start-up, investisseurs, groupe corporate. Et puis... deux cooptations. Voilà, exactement. Mettre vos parrains. C'est important, le réseau, ça se tisse, il y a cette notion de confiance. Et puis, on répond en 24 heures. Donc, si les critères sont clairs, réunis, vous êtes directement dans le club. Et si vous êtes en limite de critères, on a ce qu'on appelle un petit comité de sélection. C'est 2 membres plus un advisor de French Founders qui vont regarder la candidature et vous permettre de rejoindre le club. D'accord, le ticket d'entrée? C'est $790 par an, qui comprend l'accès à la plateforme et tous les événements, 350 événements par an de partout dans le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre French Founder exactement. Pour pas simplement se développer à l'international, mais rencontrer des entrepreneurs absolument passionnants. Complètement, à Paris, on a 600 membres, c'est en plein développement aussi à Paris. D'avoir cette notion internationale, c'est aussi important au départ de Paris qu'à l'international. Voilà, donc on est ravis d'être partenaire avec vous. L'actualité de la semaine a été super dense. Je pourrais citer Recommerce qui vient de lever 50 millions au-delà de la somme. C'est surtout la logique de croissance on passe à une autre étape. On a les résultats d'Apple, Facebook, Google. On a également Netflix qui s'intéresse à EuropaCorp puisque la société souffre un petit peu avec Valérian qui n'a pas été le succès business malgré la beauté du film, et voir justement un acteur américain s'intéresser aussi à une très très belle société française créée par Luc Besson. Et puis personne n'aura loupé la voiture d'Elon Musk, la fameuse Tesla qui est partie avec sa fusée Falcon Heavy. On a vu d'ailleurs les 2 propulseurs parfaitement se repositionner à l'arrivée. Quelle est l'actualité parmi celles-là ou parmi d'autres qui retient votre attention? Écoute, c'est vrai que Recommerce, c'est un bon cas en ce moment. On sent cette transformation aussi et ce passage de cap pour les sociétés françaises. Et non seulement sur des tickets qui sont plus significatifs, ce qui était pas évident de financer il y a encore quelques années, c'est cette étape supplémentaire après la série A pour aller se développer. Donc Recommerce, je pense que c'est un bon cas d'usage. La collaboration avec des groupes corporate, ce qu'évoquait tout à l'heure Denis, je pense que c'est capital aujourd'hui dans le développement de ces structures. On a des forces qui sont très importantes. C'est Famille Mulliez. Voilà, la famille Mulliez par Créadev, mais aussi leur collaboration avec les grands groupes, puisque leur mode de distribution jusqu'à maintenant était en marque blanche ou marque grise par des distributeurs, et justement ces 50 millions vont leur permettre de développer leur marque. Mais je crois que c'est assez significatif pour mesurer les forces en présence pour les sociétés françaises. Aujourd'hui, la start-up, elle peut s'appuyer sur un réseau de groupes corporate très puissants dans le monde, qui s'est déjà globalisé,
sur des fleurons sur lesquels on est vraiment leader. La banque, le fashion, le luxe, on a vraiment des acteurs très importants et la collaboration avec les startups, ça peut être un vrai accélérateur justement quand on va s'internationaliser. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de Cathay. C'est cette relation grand groupe, innovation, startup. Absolument. Et puis dans l'activité d'ailleurs, dans l'actualité de la semaine, on vit une époque formidable, on envoie une voiture sur Mars et tout le monde trouve ça normal. Ton regard justement sur je la pense présence des corporates. On aboutit, tout ça, le fait que ces sociétés elles lèvent autant d'argent, c'est qu'on change de dimension. C'est pas simplement pour lever l'argent, mais il y a vraiment de quoi faire, de quoi investir, et on change de dimension, changeant des industries. On développe pas simplement du commerce électronique, vraiment dans une phase où on réingénierie des industries. Par exemple, dans l'automobile, il y a un énorme changement, mais passer d'une voiture de projets de voitures avec des conducteurs à des voitures sans conducteurs, ça c'est des projets qui peuvent demander des milliards de dollars d'investissement avec des temps qui sont un peu plus longs. Donc je dirais que dans les années, on fait un peu une sorte de retour aux sources, à savoir que peut-être dans les années 80 ou dans les années 90, il y avait des changements disruptifs, des choses qui pouvaient vraiment arriver. Depuis quelques années, c'est vrai que dans le venture capital, on était plutôt à financer des SaaS, des logiciels, etc. Et on retourne dans des financements pour des grandes ruptures, avec peut-être des risques plus grands, des fois des temps plus longs et des montants de capitaux beaucoup plus longs. Et par exemple, si on prend... Nous, dans les 2 dernières années, on a investi dans 17 sociétés en early développement. Quand on prend juste le early développement, je pense que cette année, on peut en avoir au moins 5-6 qui lèvent des tours de plus de 100 millions de dollars, et voire même certaines qui devraient lever des tours de plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est quand même on est nous-mêmes surpris de voir cette explosion au niveau des sociétés dans lesquelles on suit, et on pense que les financements en plus qui sont levés, les sociétés sont pleinement justifiées par ces sociétés. Donc il y a un petit changement d'époque. Ouais. Justement, quand on parle de sociétés qui lèvent 1 milliard, voire plus, j'ai plus les chiffres en tête pour Uber, Airbnb, etc. Mais en Chine, c'est également à des niveaux stratosphériques. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement ce qui fait l'ADN du marché chinois et comment justement vous interfacez sur ce marché, vous êtes présent sur ce marché? Je crois que l'ADN du marché chinois, il y a deux critères. Le premier, c'est la vitesse. Donc une vitesse absolument incroyable. Et la deuxième, c'est la taille. Parce que là, en Chine, on a environ 1,4 milliard de personnes. Donc les projets ont donc vitesse. Voilà, une petite boîte et tout de suite une grosse boîte. Voilà. Rien qu'avec le marché domestique, c'est... Donc l'écosystème est extrêmement intéressant. Il y a énormément d'ingénieurs très, très dynamiques, des millions d'ingénieurs. Et donc sur chaque, on va dire, problématique, c'est pas 3 sociétés qu'on peut avoir qui font de la compétition, c'est peut-être 100 ou 200 sociétés. Au niveau, il y a une éthique de travail absolument énorme, où la passion, on voit, c'est 6 jours sur 7, de 8h à 22h, et avec aussi une pureté de développement du projet, une force d'entraînement absolument hallucinante. Et l'Internet chinois existe avec aussi des Alibaba, des Tencent, des Baidu, et qui irriguent aussi le système. C'est-à-dire qu'il y a une idée de partenariat. Ils prennent des participations dans des sociétés, au lieu de faire les services eux-mêmes, finalement, sont à la fois des corporates, mais des corporates du net. Et donc, ils ont cette culture de travail avec des startups, de ne pas refaire des choses qui sont... C'est Alibaba qui investit dans Ant Financial. Ils investissent et ils offrent le trafic. Donc, l'écosystème est beaucoup plus drivé de façon très dynamique par les très grandes sociétés. Et aujourd'hui, tout ça se passe en Chine, mais on est bien placé pour le voir. Il y a aussi une volonté de partir à l'international, de faire des coopérations avec des sociétés internationales et pour créer la confiance, par exemple, entre la France, l'Europe et la Chine,
je pense on est très bien placé parce que comme on est que des deux côtés et on peut dire à quelqu'un tu me fais confiance, on se connaît, tu me fais confiance, parlez-vous, je vous assure, vous êtes des gens bien. Il y a une dimension politique très forte. Il y avait Emmanuel Macron qui était encore récemment courant janvier. Il était avec Ludovic Lemohan et Thierry Roussel pour justement promouvoir un nouveau service d'aide à la personne sur le marché chinois avec donc Senioradom et Sigfox. Ça, c'est un point important. Et puis de l'autre côté, on voit aussi ces sociétés qui se développent. Là, je vais citer JD qui récemment donc a annoncé vouloir véritablement accélérer sur le marché américain. Ils vont d'ailleurs baser leur structure non pas à San Francisco, mais à Los Angeles. Ça, c'est aussi un point, une tendance très forte en ce moment aux États-Unis. Une particularité, un truc qui me marque moi sur le marché chinois, et j'attends ta réaction là-dessus, c'est d'un côté on a un Amazon qui est un peu solo aux États-Unis, même si en face il a des traditionnels. En Chine, c'est un peu le contraire. Il y a plusieurs acteurs sur un seul secteur. On va avoir un JD à côté d'un Alibaba, etc. Il y a une vraie compétition entre eux. Comment ça se passe ? Ah oui, il y a une vraie compétition entre eux, ça je peux le garantir. Puis on voit des nouveaux acteurs qui montent très très vite et qu'on ne connaît pas encore en France, en Europe et aux États-Unis. Ça se renouvelle aussi très très vite. Du commerce social, des choses comme ça montent plus vite en termes d'usage. L'usage, la façon de travailler est beaucoup plus dynamique. Et je dirais au niveau du commerce, ces acteurs du net s'intéressent au retail. Il y a vraiment un couplage fort maintenant qui est fait entre e-commerce, retail pour offrir des expériences aux consommateurs qui soient complètes. Alors que, par exemple, aux États-Unis, Amazon maintenant on commence à effectivement faire du retail, mais le retail qui est plutôt en contraction sous l'effet d'Amazon, qui est, c'est vrai, le seul à non seulement finalement détruire un peu l'industrie du retail, mais qui aussi, industrie par industrie, récemment dans l'assurance santé, finalement s'attaque à des industries pour les rendre plus efficientes, pour apporter une compétition et avoir des acteurs finalement. C'est une société technologique Amazon. Je crois qu'Amazon, en ce moment, elle doit embaucher un tiers des promotions de Berkeley. Donc c'est quand même, et ça se voit pas forcément. Et donc il y a une sorte de supermarché en fait entre les différents, chaque ligne business sponsorise une autre. Par exemple, la vidéo peut sponsoriser Premium, peut sponsoriser les achats. Donc il y a en plus cette dynamique technologique. Et il y a des vases communicants. Et des vases communicants entre activités. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant de voir, je pense, la comparaison Alibaba-Amazon. Alibaba est arrivé aux États-Unis, ils ont des ambitions fortes. On a fait une conférence récemment avec le patron US lors d'une retail party avec tous les retailers français qui avaient la bouche comme ça en voyant les chiffres d'Alibaba et leur stratégie qui est complètement différente d'Amazon. C'est-à-dire qu'Alibaba crée l'écosystème, les commerçants et les retailers sont leurs alliés. D'ailleurs, ici, Alibaba a signé avec Auchan un deal sur le marché français, alors que Amazon, c'est ses fournisseurs, mais c'est ses concurrents aussi. Et on voit bien les deux stratégies se déployer, et ça va être très intéressant de regarder ça sur le volet international. Sur long terme. Et en Europe, la situation est encore différente, puisqu'on voit des groupes Auchan, ce genre de groupes qui prennent contrairement peut-être aux États-Unis, où c'est peut-être un peu moins dynamique pour se digitaliser, enfin qui vraiment avancent dans la digitalisation, qui réussissent à avancer, et donc qui, eux, se réinventent aussi et adaptent leur modèle. Donc les trois écosystèmes en fait sont très différents. On a fait un décryptage, Carolina a fait un décryptage de la stratégie de Bompard pour Carrefour. Il faut vraiment le lire, c'est hyper intéressant parce que ça paraît simple comme ça au premier regard, tellement c'est évident en fait. Mais on sent bien la conjugaison des bonnes actions à faire. Donc ça c'est à lire sur French Web. Tu parlais de guerre des talents, etc. En ce moment c'est pas la guerre, c'est la
folie. Ça recrute dans tous les sens. Je vais pas citer tout le monde, mais il y a Clémentine, Michael Page, Lachit Urban Linker, Altaïd, qui sur French Web recrutent énormément de profils, que ce soit des profils marketeurs, comme responsable de la communication, responsable digital, mais également sur l'innovation, des directeurs d'innovation, des responsables e-commerce, des gros hackers. Là, on va être plus dans l'opérationnel, les chefs de projet, etc. Bien entendu, des postes techniques, tout ça, c'est sur frenchweb.jobs. On a énormément d'offres d'emploi en ce moment. C'est sur tous les profils. Et bien entendu, mesdames, venez travailler dans nos entreprises. Il faut diversifier au maximum. Tout cela ne peut pas être créé juste par des ingénieurs barbus, aussi sympathiques soient-ils. Donc l'agenda de la semaine va être particulièrement chargé. Donc on va parler, et là je rebondis sur Ledger, on va parler de crypto-monnaie la semaine prochaine. C'est donc le 15 février. Ce sera donc 103 rue de Grenelle. C'est une conférence que French Web organise. On aura Auriel Ohaillon qui vient nous faire le pitch un petit peu sur les cryptocurrencies. On va parler de réglementation, de régulation, bien entendu. On va parler de mode de fonctionnement. On a Fred Montagnon, Fred alors qui arrivera, donc il sera en fin de session. Voilà, qui a fait une très très belle ICO, ça a été bouclé en 4 heures. Donc ça, son actualité, c'était la semaine dernière. Ça a été extrêmement vite. Et justement, il viendra nous présenter un petit peu le pourquoi déjà. Pourquoi il a développé un financement de ce type et comment il l'a opéré et justement, quelles sont les étapes à venir pour lui en tant que tel. Il y a également un meet-up sur les enjeux de la transformation RH. Ce sera Jacques Froissant, le fondateur d'Altaïd, qui interviendra. Ça, c'est le jeudi 8 mars. Il faut s'inscrire. Vous trouvez bien entendu sur frenchweb.fr/agenda l'ensemble des informations sur tous les events. Je ne vais pas refaire l'intégralité de la liste. Quelques appels à projets. Nous avons donc la journée de la femme digitale qui lance les candidatures donc, pour le prix Margaret. Donc vous pouvez déposer vos candidatures. Mesdames, c'est jusqu'au 8 mars pour pouvoir justement on va présenter les nouveaux talents. Et puis on a nos amis de la Technology Review du MIT. J'ai d'ailleurs l'extrême honneur de faire partie du jury donc, qui est à la recherche des meilleurs innovateurs de moins de 35 ans. Il y en a eu des très sympas en France, je pense à notre ami Randindi en tant que tel. Et puis les candidatures, donc elles sont ouvertes jusqu'au 12 mars. Donc pareil, toutes les informations sont sur frenchweb.fr. Là, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer, c'est pour les ateliers en ligne. Donc on a un atelier sur le commerce unifié, sur les grandes tendances 2018, qui est le 20 février à 11h avec nos amis de Salesforce qui en parleront. Et puis on a Roche qui engage ses collaborateurs justement. On passe du côté de l'entreprise sur les réseaux sociaux. L'idée c'est de pouvoir justement promouvoir la société, la marque employeur en tant que telle. Donc ce sera un retour d'expérience le 13 février et ce sera avec nos amis de Sociable qui animeront cet atelier. On arrive à la fin de ce programme. Merci de nous avoir acceptés aussi dans ton réseau. Et puis voilà, c'est la semaine où on envoie des voitures sur Mars, donc c'est formidable. Donc tout est possible. Tout est possible. Moi également, je vous remercie à tous d'avoir donc assisté à ce programme. On se retrouve la semaine prochaine. J'en profite aussi pour remercier Joseph qui est derrière moi, Benjamin qui est devant moi, et puis bien entendu toute l'équipe de French Web qui m'a aidé à préparer ce programme. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine.